Ma première vidéo sur cette chaîne portait sur la terminologie des épées. Donc je pense qu'il est grand temps que je revienne sur ce sujet et que je donne un peu plus de détails. Parce que voici la réalité concernant les noms et la terminologie des épées. C'est très utile pour nous de nos jours. Et je vais passer en revue quelles sont les classifications modernes. Mais historiquement, la plupart de ces noms sont dénués de sens et ne sont même pas forcément exacts d'un point de vue historique. La plupart de ces épées, dans le passé, auraient simplement été appelées une épée. Voici mon épée. Et il y a aussi des différences selon les langues, car certaines de ces épées étaient plus répandues ou plus connues dans des pays qui ne parlaient pas anglais et ils avaient leur propre nom pour ces épées. Parfois, ces noms sont repris dans les termes anglais que nous utilisons. Parfois, non. Et donc, cela ajoute une couche supplémentaire de complexité à nos classifications modernes. Comme je l'ai dit, historiquement, la plupart on disait simplement « c'est une épée ». Et ensuite, ils ajoutaient une description pour aider à la définir un peu plus. Ces descriptions n'étaient pas souvent des classifications strictes comme celles que nous utilisons de nos jours. Par exemple, quelle est l'une des grandes variantes ou différences entre certaines de ces épées? Certaines sont à une main, d'autres à deux mains. Et donc, comment appelaient-ils les épées plus grandes? Épées à deux mains. Mais parmi les épées à deux mains, il existe encore de nombreuses variations. Et donc, même si beaucoup de ces termes n'ont pas vraiment beaucoup de sens historiquement, ils sont très utiles de nos jours. Si je disais à quelqu'un « Oh, peux-tu aller chercher mon épée là-bas » ils vont dire « Laquelle ?» Il y a beaucoup d'épées ici. C'est pour ça que les classifications sont utiles. Parce que si je disais « Pourrais-tu me passer mon rapière ?» il n'y a qu'une seule épée ici qui correspond à cette classification. Donc tu sais exactement à quelle épée je fais référence, d'où l'utilité des classifications modernes. Le truc, c'est que l'épée que nous identifions aujourd'hui comme une rapière n'était pas forcément appelée ainsi à l'époque. En fait, le terme rapière désignait parfois une épée complètement différente historiquement. Parfois, cette épée était appelée une épée longue parce qu'elle est en réalité plus longue. L'épée que nous nommons aujourd'hui épée de côté était autrefois appelée rapière. Et donc, si le but d'essayer de définir la terminologie des épées est la précision historique, vous menez déjà un combat perdu d'avance. Nous désignons certaines de ces épées par des classifications ou des noms qui ne correspondent pas toujours à ce qu'ils laissent entendre. Les gens vont souvent identifier cette épée comme une épée viking. Mais en réalité, il n'y avait pas que les Vikings qui utilisaient ce type d'épée. À cette époque, de nombreuses cultures utilisaient ce type d'épée, mais comme elle est fortement associée aux Vikings, on l'appelle épée viking. Il vaudrait probablement mieux l'appeler une épée de l'époque viking, ou vous pourriez simplement l'appeler par le mot correspondant dans cette langue, ce que nous faisons d'ailleurs pour un certain nombre d'épées, et vous pourriez l'appeler une sverd. Sverd, parce que cela aide à la définir et c'est un peu plus précis. Mais le fait est qu'il existe de nombreux termes que nous utilisons. Beaucoup de gens les ont acceptés. C'est simplement le nom de l'épée aujourd'hui, qui ne sont en réalité pas si précis. L'épée longue est un exemple intéressant car elle fait référence à différents types d'épées selon la période et l'endroit. L'épée bâtarde en est une autre. Historiquement, l'épée bâtarde avait en fait différentes applications et significations. Vous savez, parfois, une épée bâtarde désignait une épée dont on ne connaissait pas le fabricant. Elle avait une origine douteuse dans ce sens. C'est une bâtarde, donc une épée bâtarde, et cela désignera n'importe quelle épée dont on ne connaît pas le fabricant. Nous n'utilisons plus ce terme de cette façon aujourd'hui, mais c'est ce que je veux dire par terme historiquement exact. Parce que si tu veux vraiment aller au fond des choses, nous ne prononçons même pas les mêmes mots de la même façon qu'à l'époque médiévale. Si tu entends l'anglais ancien, ça ressemble à une langue complètement différente. Et la façon dont ils prononçaient « sword » était différente. Tu pourrais même ne pas le reconnaître. Ce qu'ils nommaient une épée à deux mains pouvait être très différent. Et en plus de tout cela, il n'y avait aucune standardisation à l'époque médiévale. Il n'y avait pas cette facilité de communication qui aurait permis aux gens d'adopter une terminologie standard. Voilà. Cette épée était appelée ainsi. Cette autre épée était appelée autrement, parce que les gens ne voyageaient pas partout dans le monde.
Et le plus souvent, ils auraient simplement utilisé des termes descriptifs qui auraient été adoptés dans leur région. Et il y aurait des différences régionales. Et donc, à cause de cela, nous ne savons en fait pas quels étaient certains des noms ou des termes que les gens de certaines régions utilisaient pour désigner certaines épées, même en anglais. Beaucoup des mots que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas exacts ni historiques, mais il est impossible d'atteindre la perfection car il n'existait pas de définition standardisée. Mais la standardisation est utile de nos jours pour les raisons que j'ai évoquées, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc, le premier est très explicite, très simple, et c'est l'épée courte. Cela désigne une épée qui est plus courte. L'un des problèmes récurrents qui va se poser, c'est le point de transition entre certains types d'épées. Certaines épées n'ont pas ce problème. Ce terme est en fait un terme très large qui s'applique à beaucoup d'épées dans la catégorie, alors que certains sont un peu plus spécifiques, mais peuvent avoir des difficultés avec les points de croisement. Par exemple, quelle est la différence entre une dague et une épée courte? À partir de quand cela change-t-il vraiment? Il n'y a aucune standardisation qui le détermine. C'est souvent l'individu et sa taille par rapport à l'arme qui détermine cela. Par exemple, quelque chose qui pourrait être considéré comme une épée de guerre pour moi, en fonction de ma taille, pourrait monter bien plus haut sur ma femme, qui est beaucoup plus petite que moi, d'au moins 30 cm probablement. Ça lui donne l'impression d'être une grande épée et elle lui arriverait à cette hauteur. Et donc, une épée de guerre pour moi pourrait en fait être une grande épée en termes de la façon dont elle ou une personne plus petite l'utiliserait. Et donc, même avec ces catégories, vous verrez que certaines d'entre elles vont être un peu flexibles et dépendre de l'individu et de sa propre taille. Est-ce une épée courte? Eh bien, elle est à peu près aussi longue que cette dague, mais on pourrait s'en sortir avec. C'est soit une épée très courte, soit une très grande dague. C'est les deux dans ce sens-là. C'est ce qui se passe quand on arrive au point de croisement. Certaines épées peuvent appartenir aux deux catégories. Selon moi, les épées courtes sont sous-estimées. Elles sont souvent vues comme moins puissantes dans les jeux de rôle, l'UDA, etc., alors que ces deux épées courtes peuvent couper aussi bien que certaines épées d'armes. Ce sont des armes vicieuses et mortelles. C'est assez évident. Puis viennent les épées d'armes. Il existe des épées d'armes assez courtes, mais celles-ci relèvent probablement davantage de la catégorie des épées d'armes que de celle des épées courtes. Il y a eu de la confusion concernant cette catégorie d'épées au fil du temps. Même dans les jeux de rôle, certains jeux de rôle définissent l'épée médiévale classique à une main comme une épée longue. Dans certains cas, ce nom aurait pu leur convenir, surtout à l'époque romaine. Les Romains utilisaient une épée plus longue que leur gladius habituel, appelée la spata. Parfois, on la considérait comme une épée longue, car elle dépassait la norme de l'époque. Épée longue n'est qu'une expression descriptive, même si aujourd'hui nous l'utilisons comme une catégorie plus stricte. Mais le terme le plus courant pour désigner une épée médiévale à une main est épée d'armes. Catégorie souvent mal comprise car il existe de nombreuses variations d'épées d'armes. Certaines sont moins lourdes, donc plus maniables. Et d'autres épées d'armes sont plus lourdes et sont des armes de coupe extrêmement puissantes. Certaines ont une pointe plus effilée pour être plus efficaces à l'estoc, mais possèdent aussi une base évasée pour rester performantes à la coupe. Mais le meilleur point pour couper change à cause de la répartition du poids, permettant des coupes très puissantes vers la pointe. Le profil et la répartition de cette épée font que les coupes vers la pointe, par exemple sur ces deux épées d'armes, seront moins puissantes car elles s'affinent vers une pointe plus fine. C'est une catégorie d'épée très diversifiée, mais elle n'inclut pas les lames à un seul tranchant. Donc aucune épée médiévale à un seul tranchant n'est incluse dans cette catégorie. Nous aborderons sans doute les épées médiévales à un tranchant en dernier. Nous allons nous en tenir aux épées standards à double tranchant en augmentant la taille, parce qu'après l'épée d'armes, nous arrivons à l'épée longue. L'épée longue présente un peu plus de variations dans ses tailles. C'est une catégorie un peu plus large que, disons, l'épée d'armes. Et elle a en fait des sous-catégories, en particulier l'épée bâtarde et l'épée de guerre. D'une manière générale, chaque épée bâtarde et chaque épée de guerre est aussi une épée longue, mais toutes les épées longues ne sont pas forcément des épées bâtardes ou des épées de guerre, et la taille augmente. La plus courte, l'épée bâtarde, de taille moyenne, l'épée longue, même si l'épée bâtarde peut être appelée une épée longue.
Et ensuite, dans la catégorie supérieure, nous avons l'épée de guerre, même si l'épée de guerre peut aussi être appelée une épée longue. L'une des caractéristiques clés de cette catégorie, c'est qu'elles ont toutes des poignées assez longues pour y placer deux mains. L'épée bâtarde, aussi appelée épée à une main et demie, a parfois une poignée plus courte, juste assez grande pour une seconde main. Voici un exemple plus marqué de ce que j'évoque. La poignée est clairement plus longue que ce dont vous avez besoin pour une seule main, mais elle n'est pas aussi longue qu'une poignée conçue pour une prise à deux mains. Et donc, c'est un peu ce que signifie l'expression « une main et demie ». Assez légère, assez maniable, assez agile pour être utilisée à une main, mais avec une poignée suffisamment longue pour la saisir à deux mains et l'utiliser comme une épée conçue pour une prise à deux mains. Donc, l'épée bâtarde est vraiment l'épée de transition entre l'épée à une main et l'épée à deux mains. Mais en fait, on peut tout à fait utiliser une épée longue dédiée. Celle qui est fabriquée avec une poignée complète pour deux mains peut être utilisée à une main. Cela peut servir d'arme à une main. D'accord, elle est suffisamment légère pour permettre cela, mais il y a une différence notable dans sa longueur. Maintenant, quand on arrive à la sous-catégorie de l'épée de guerre dans les longues épées, c'est une épée beaucoup plus difficile à manier à une main, mais c'est possible. Elle est très bien fabriquée, avec un excellent point d'équilibre, mais reste plus difficile à manier. C'est là qu'on commence à entrer dans la catégorie des armes vraiment conçues pour être maniées à deux mains, mais pas autant que les plus grandes épées que l'on peut trouver aujourd'hui. On l'appelait une épée de guerre parce qu'il existe en fait une référence historique à ce qu'on appelait la grande épée de guerre. Ils l'ont appelée l'épée de guerre, bien qu'on puisse aussi dire grande épée. Elle se situe presque dans la partie de transition entre l'épée longue et la grande épée, et vous pouvez aussi comprendre pourquoi. On l'appelle une épée de guerre parce qu'elle est faite pour de véritables combats et batailles sur le champ de bataille. C'est une épée plus grande et beaucoup plus difficile à porter à la ceinture comme arme d'autodéfense. Cette chose dépasse beaucoup vers l'arrière. C'est beaucoup plus encombrant qu'une épée longue standard, mais on ne porte pas vraiment une épée lorsqu'on est en bataille, d'où le fait que c'est une épée longue conçue pour le champ de bataille, d'où le nom d'épée de guerre. L'épée longue, comme l'épée d'arme, est une catégorie très diversifiée, avec beaucoup de variations en termes de profil de lame, de poids, de répartition, et aussi dans la façon dont elle s'effile. A-t-elle une arête en losange, une gouttière centrale ou une double gouttière? Toutes ces choses influencent énormément la dynamique de l'épée. Il est donc incorrect de mettre toutes les épées longues dans une seule catégorie et de dire qu'elles se comportent toutes de manière similaire. Parce que les performances et la dynamique de cette épée de guerre sont très différentes de celles de cette épée bâtarde. Alors j'ai une question. Devrions-nous simplement élargir ou diviser la catégorie des épées longues et dire que, regardez, c'est trop confus? Les épées bâtardes ne sont plus des épées longues, d'accord? Les épées bâtardes forment leur propre catégorie et l'épée de guerre n'est pas une épée longue, c'est sa propre catégorie. Et ensuite, la longueur standardisée de l'épée longue, c'est le S, maintenant la catégorie standard d'épée longue. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça clarifierait les choses. Mais même ainsi, je doute d'avoir assez d'influence pour changer la façon dont les gens l'utilisent. Et donc maintenant, nous arrivons à l'espadon. Et c'est avec l'espadon que nous atteignons vraiment ce point. Les épées à deux mains dédiées, où il s'agit d'un type d'épée qu'il est presque impossible d'utiliser de manière fonctionnelle. À une main, vous pouvez les tenir à une main, donner quelques coups, mais en réalité, ce ne sont pas des épées fonctionnelles à une main, ce sont de vraies épées à deux mains dédiées et sans compromis. Le fait est que, cependant, les épées longues ici sont clairement des épées à deux mains, avec une poignée suffisamment longue et tout ce qui va avec. Donc, simplement les appeler épées à deux mains peut prêter à confusion, parce que ça veut dire, eh bien quoi? Il existe de nombreux types d'épées à deux mains. L'appeler un espadon parce que c'est une catégorie plus précise et plus restreinte. Comme ça, si vous savez, d'accord, ça fait référence aux grandes épées, les vraiment grandes dont on parle, à hauteur de tête, une épée de tunite ou plus grande. Il y a une confusion dans la transition entre les deux. Certaines épées peuvent être vues comme de très grandes épées de guerre ou comme de plus petits espadons. Cependant, j'ai trois règles personnelles que je trouve assez efficaces pour définir la transition entre une épée de guerre et un espadon. Et les trois règles sont les suivantes.
Pouvez-vous dégainer l'épée d'un fourreau à votre hanche? Donc, c'est un oui pour celle-là? Pouvez-vous retourner l'épée à l'envers sans qu'elle ne touche le sol? Oui, je peux faire ça comme ça. Pouvez-vous atteindre au-delà de la pointe de l'épée, potentiellement pour agripper ou attraper quelqu'un? Si vous faites ces trois choses, vous utilisez toujours ce que je considère comme une épée de guerre. Cela dépendra de la taille de chacun, mais c'est ainsi que cela devrait être. Si l'on compare ces trois règles empiriques à l'espadon proprement dit, puis-je la sortir d'un fourreau où ma main représente l'extrémité du fourreau? Non, non, ce n'est même pas proche. Aucune chance. D'accord? Donc c'est non. En la tenant, normalement, est-ce que je touche le sol en descendant? Oui, tout à fait. Et est-ce que je peux dépasser sa pointe? Non, je ne peux pas. Si vous ne pouvez faire aucune de ces trois choses, c'est que vous utilisez un espadon. Et je trouve que ces trois critères fonctionnent et s'appliquent très bien. Maintenant, il y a des idées reçues sur les espadons. Elles ne sont pas du tout aussi lourdes et encombrantes que dans beaucoup de jeux vidéo où on tape partout, et puis non, pas du tout. Ce sont des armes agiles. Et oh, les traités sont tout simplement brillants. Où ils ont ces mouvements de transition tournant sur eux-mêmes, puis ils frappent et touchent. Oh, c'est vraiment magnifique. Donc, cela couvre les types standards d'épées médiévales, qui sont du style cruciforme à double tranchant. Une épée de style cruciforme, c'est ce que vous avez ici. Elle a une garde en croix, elle est en forme de croix. C'est ça, une épée cruciforme. La plupart des épées médiévales classiques, ce sont toutes des épées cruciformes, mais pas toutes, car elles ne sont pas toutes à double tranchant. Et c'est intéressant de voir à quel point certaines de ces épées sont négligées aujourd'hui quand on parle des épées médiévales à un seul tranchant. Il y a deux catégories principales, et la différence entre elles peut être assez amusante. Fauchon et messer. Ce sont en fait des catégories d'épées assez équivalentes. Et c'est une distinction amusante. Je ne suis pas sûr de son utilité, à part pour identifier le type de construction. D'accord, car même avec des lames identiques, une poignée différente place l'objet dans une autre catégorie. Un fauchon est en réalité tout type d'épée médiévale à un seul tranchant avec une poignée construite comme une épée conventionnelle. Vous allez penser que c'est logique. Est-ce que ce ne seraient pas toutes les épées médiévales à un seul tranchant? C'est précisément là que cette particularité intervient, et ce n'est pas pour dire qu'elle était rare, c'est le cas. C'était en fait une épée très courante et populaire à l'époque médiévale, en particulier dans les régions germaniques à la fin du Moyen Âge. Pour être plus précis, Messer en allemand se traduit simplement par couteau, et cela fait référence à une épée dont la construction de la poignée ressemble à celle d'un couteau, si vous regardez de près cette épée ici. Elle a une soie pleine avec des plaquettes en bois de chaque côté et ces plaquettes sont fixées ou rivetées à la poignée. Alors que la construction conventionnelle d'une épée comporte une soie qui traverse le milieu d'une poignée à âme de bois reliée à un pommeau. Chaque épée ici, à l'exception peut-être de certaines de ces épées courtes, mais chaque épée ici aura une construction conventionnelle d'épée. Il est donc un peu inhabituel qu'une épée soit fabriquée comme un couteau. Cependant, elles ont gagné en popularité à la fin du Moyen Âge dans les régions germaniques. J'ai une vidéo dédiée qui explore les raisons pour lesquelles cette distinction est apparue et pourquoi ils ont donné ce nom au couteau. D'ailleurs, il existe une sous-catégorie de messers pour distinguer les modèles à une main de ceux à deux mains. Ainsi, les messers à une main sont parfois appelés Langmesser, tandis que les messers à deux mains sont généralement appelés Kriegsmesser ou Großmesser, ce qui signifie soit couteau de guerre, soit grand couteau. Les fauchons et les messers présentent tous deux une grande variété de profils de lames, pas seulement les deux que vous voyez ici. Vous pouvez en avoir avec des pointes coupées, vous pouvez en avoir avec des profils évasés, vous pouvez en avoir avec des pointes plus aiguës. Et vous pouvez avoir des lames qui sont identiques entre les deux catégories et la seule différence réside dans la construction de la poignée. Et même si elles ont des lames identiques et probablement des profils de poids très proches, l'une serait appelée un messer, l'autre serait appelée un fauchon.
Il existe certains profils de lame stéréotypés qui sont plus associés à un style, à une catégorie plutôt qu'à une autre. Par exemple, le profil évasé classique, comme vous le voyez ici. Ceci est le fauchon à une main stéréotypée auquel beaucoup de gens pensent quand on parle d'un fauchon, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il existe en fait de nombreux types de lames de fauchon très proches des lames de Messé, y compris parmi les modèles à une main, n'est-ce pas? Parce qu'il est faux de supposer que le terme fauchon ne désigne que ce type de lame évasée, et celle-ci n'est pas parfaitement fidèle à ce à quoi elle ressemblait réellement. C'était une sorte d'expérience de remontage de monture. Nous avons utilisé une machette pour son bon effilement distal, son équilibre et sa proximité adéquate. Mais les vrais fauchons historiques de ce type, quand on parle par exemple de ceux dans les musées, le fauchon de Cluny ou le fauchion de Cogniz, ont un type d'élargissement à la pointe beaucoup plus prononcé. Et ce sont les fauchons typiques à une main. Et il y a certains profils de lame comme celui-ci et d'autres avec une pointe spécifique qui sont plus associés ou plus courants avec des constructions de poignées d'épée. Par conséquent, on les trouve plus souvent comme fauchons, pas vraiment comme messés, mais même s'il y a quelques exceptions, il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'est un fauchon et ce qu'est un messer. Maintenant, la rapière est une catégorie intéressante parce qu'en réalité, ce n'est pas une épée médiévale, c'est une épée de la Renaissance. Il y a pas mal de variations dans cette catégorie et cette gamme, et aussi un peu de confusion parce qu'aujourd'hui nous avons des définitions strictes, mais ce ne sont pas vraiment des définitions médiévales ou renaissantes à proprement parler. Mais c'est ça la différence entre une rapière, une épée de côté et une épée de cour, pas une épée courte. Nous avons déjà parlé d'une épée courte. Une épée de cour est différente selon les classifications modernes que nous utilisons le plus souvent. Donc, une rapière fait généralement référence à la lame fine stéréotypée, centrée sur l'estoc, qui possède une garde à branche. Ce n'est pas toujours aussi complexe. Parfois, il n'y a qu'une branche de garde et des anneaux pour les doigts. On l'appellerait tout de même une rapière. Parfois, elle possède une garde complètement fermée, une garde en coupe ou quelque chose de similaire. Mais la forme générale et l'apparence seront appelées une rapière. Cependant, il existe certains types d'épées de la période de la Renaissance qui possèdent une garde à branche élaborée comme celle-ci, mais avec des lames comme celle d'une épée d'arme. Donc, imaginez cette épée d'arme avec une garde à branche, c'est ce qu'on appelle couramment une épée de côté ou une épée de taille et d'estoc. Mais ensuite, il y a une autre catégorie ou un autre type d'épée qui est classée dans la même famille que les épées ayant ces gardes à branches plus élaborées. Et ce ne sont pas toujours des gardes à branches. Comme je l'ai dit, il existe aussi une version plus petite, avec une lame plus courte et parfois sans tranchant. Parfois, les gardes sont en coupe ou en coquille Saint-Jacques. Parfois, la section transversale a une forme étrange de triangle et elles sont très légères. Et c'est ce que nous appelons des épées de cour. Une épée de cour était généralement l'arme de côté d'un gentilhomme. Il les portait certes pour la mode, mais elles étaient aussi mortelles et pouvaient être utilisées. Vous n'avez vraiment pas envie de vous faire transpercer par l'une de ces épées. Et beaucoup des positions classiques, comme en escrime et tout ça, beaucoup de ces mouvements peuvent être associés à des formes martiales de petite épée, alors que les formes de rapière peuvent être, je dirais, plus exagérées. Où les mouvements serrés et rapides, les parades précises, les petits coups de côté rapides et toujours l'accent mis sur les stocks. Vous verrez cela davantage associé à la petite épée. Ce sont les types d'épées européennes les plus courants, la plupart datant de la période médiévale. Il est simplement intéressant de noter que la rapière est généralement incluse parmi les épées médiévales, c'est pourquoi je voulais en parler. Il existe des éléments encore plus spécifiques avec des épées qui étaient moins courantes, mais qui se situent quelque part parmi ces catégories. Par exemple, il y a le hanger, qui est un type d'épée européenne à un seul tranchant que l'on peut simplement considérer comme une sorte de fauchon, mais il s'agit là d'une sous-catégorie plus spécifique. Et en fait, vous trouverez un certain nombre de ces types d'épées qui pourraient simplement être appelés par un terme plus général, comme « Oh, c'est un type de fauchon », n'est-ce pas? Mais c'est amusant de se plonger là-dedans et d'essayer de trouver tous les termes d'épée plus obscurs. Le problème, c'est que peu de gens comprendront aujourd'hui
Je vais terminer sur une catégorie d'épées controversées que les gens ont critiquées. Je l'ai critiquée car elle était très inexacte et ne faisait pas référence à une épée médiévale. Comme je le disais au début de cette vidéo, cela n'a pas vraiment d'importance. C'est ce qu'on appelle un broadsword. Donc, très souvent dans les médias, le langage courant, beaucoup de types différents de ces épées seront appelés broadswords, surtout si elles ont une base plus large. Cette épée d'arme, ici, a un profil beaucoup plus large, et donc les gens diront souvent « Eh bien, c'est une épée large ». Et ils l'utilisent comme un terme descriptif pour désigner une épée qui est plus large. Cette épée bâtarde ici, les gens l'appellent souvent une épée large parce qu'elle est large, elle est large. Et puis, de manière générale, les gens utilisent souvent le terme épée large pour désigner simplement une épée médiévale à garde en croix. Historiquement, le terme épée large faisait référence à une épée spécifique, et c'était une épée écossaise à garde en panier. Elle était utilisée à peu près à la même époque que la rapière. Et j'aurais dû en fait la mentionner comme faisant partie de ce groupe d'épées avec des garde-mains plus élaborés, mais on peut continuer à creuser. Ensuite, on arrive à la Schiavona. Il existe plusieurs types d'épées à garde à branche, mais la broadsword est la plus courante. On l'appelait ainsi car elle était plus large que la rapière. On l'appelait broadsword, même si, oui, on la désignait comme broadsword, mais devinez quoi, on l'appelait aussi claymore. Et la claymore est un sous-type d'épée de guerre. Voyez-vous ce que je veux dire par descendre dans le terrier du lapin? On peut être très précis, et c'est amusant. Je trouve cela bien, surtout pour une grande précision. Mais cette vidéo vise plutôt à couvrir les termes généraux, la terminologie générale que nous utilisons de nos jours. Et donc, oui, il semble que broadsword était un terme historique qui faisait référence à une épée large écossaise à garde en panier. Mais la langue évolue et on ne peut pas vraiment changer le fait que tant de gens associent aujourd'hui le terme broadsword aux épées médiévales. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement appeler cela une épée large médiévale, ce qui est en fait suffisamment précis. C'est descriptif, c'est plus large qu'une épée médiévale moyenne. Vous ne parlez pas de la véritable épée large historique écossaise à garde en panier, car vous avez mentionné épée large médiévale. Et ça fonctionne très bien. Mais en même temps, tant que les gens savent de quoi vous parlez quand vous le mentionnez, peu importe comment vous les appelez. Le but du langage, c'est de transmettre des informations et que les gens comprennent de quoi vous parlez quand vous dites les choses. Si vous voulez être plus précis, c'est amusant de connaître certains de ces termes, plus vous savez, historiques, qui font référence à des épées spécifiques du passé. C'est vraiment amusant. Un dernier point final. Les fabricants ne suivent pas les termes standards les plus courants. Parfois ils le font, parfois s'en éloignent totalement. Cette épée ici, qui est selon tous les critères un fauchon à deux mains, est vendue comme un sabre médiéval à deux mains. Le terme sabre est aussi un terme complexe qui porte tout un bagage avec lui. Et bien qu'utilisé à la période médiévale dans d'autres langues, l'anglais a adopté le terme sabre après cette époque. Ici, j'appelais toutes les épées médiévales à un seul tranchant avec une garde de type épée des fauchons, et le terme sabre faisait référence à des épées d'une période un peu plus tardive, simplement pour éviter toute confusion. Mais oui, les vendeurs d'épées l'appelaient un sabre médiéval, et vous allez trouver des noms assez farfelus. J'ai vu des épées bien plus grandes que votre épée bâtarde standard vendue comme des épées bâtardes. Et tu vois, ce n'est pas vraiment important, sauf que ça casse un peu la standardisation qui est utile pour que les gens sachent et utilisent les bons termes, parce que ça rend la langue plus efficace. Dès que quelqu'un parle d'une de ces épées avec un mauvais nom, par exemple « Oh, c'est une épée bâtarde », sans me montrer l'image. Je sais à quoi je pense, mais certains ont qualifié d'épée bâtarde des armes très différentes. Ça fausse tout. Mais au final, tant que la personne à qui tu parles sait de quoi tu parles, ce n'est pas très grave. Mais quand même, je t'encourage à utiliser les définitions modernes et standardisées comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Nous avons ici énormément de contenu sur les épées, abordant certaines des grandes idées reçues et mythes concernant de nombreuses épées.
Pourquoi ne jettes-tu pas un œil à notre vidéo où nous testons une épée longue à 200 contre un katana très cher? Selon toi, laquelle a survécu ou s'en est le mieux sorti? Je sais qu'il y a plus de nuances, mais la vidéo reste amusante. J'espère t'y voir. Until that time, farewell.